vraie identité très forte, qui est due à son patrimoine naturel, patrimonial, qui fait l'objet d'ailleurs avec Monsieur le Préfet et Monsieur le Président d'une labellisation Grand Site de France. Nous sommes très fiers pour révéler toutes les richesses, toutes les curiosités géologiques, patrimoniales, historiques de la commune. Et donc très heureux de vous accueillir à Talmont, mais aussi au centre du Porto, je le disais, qui est une vraie œuvre, une œuvre qui est éducative, une œuvre pédagogique, une œuvre sociale. Et on est très fiers d'avoir cette œuvre ici même à Talmont, d'autant plus qu'on porte aussi des valeurs communes, notamment, c'est la raison de notre venue par rapport à la jeunesse, ce sourire de l'avenir, même s'il y a un sourire masqué aujourd'hui, c'est un sourire quand même, parce que l'attention à la jeunesse, elle est primordiale pour nous, pour le centre. Ça se concrétise voilà, concrètement par le passeport du civisme à Talmont, qu'on porte. On a eu des actions communes d'ailleurs pour éduquer et la jeunesse dans ces valeurs à la fois très locales, d'enracinement et très nationales. C'est des valeurs qu'on porte avec fierté, des valeurs communes, l'environnement, la nature, le patrimoine. Et on travaille beaucoup en lien, on a ces valeurs communes qui nous lient, le centre du Porto, les PEP et la commune de Talmont-Saint-Hilaire. Donc ça a beaucoup de sens que votre présence nous honore aujourd'hui. Je suis très heureux voilà, de vous accueillir en tant que maire aujourd'hui et de vous faire découvrir ce patrimoine dans le centre du Porto. Merci beaucoup. Merci. Ce que vous faites sur le civisme, évidemment, avec Sarah et Léry, ça nous intéresse, Sarah connaît très bien, et ça nous intéresse beaucoup. C'est une raison supplémentaire d'être là. Mesdames et messieurs les représentants de l'État, très nombreux aujourd'hui, vraiment nous sommes très honorés. Mesdames et messieurs les élus également, Madame la secrétaire d'État et Monsieur le ministre, merci mille fois d'être venus dans un de nos centres. Sachez que notre présidente qui n'a pu venir aujourd'hui, Madame Dominique Gillot de Pedrette, elle était vraiment trop éloignée pour arriver dans les délais impartis, donc elle m'a chargée de la représenter aujourd'hui. Je tiens en son nom et en nom de l'ensemble du réseau PEP à vous remercier vraiment énormément pour cette venue. Pourquoi? Parce que nous avons plus de 100 ans de partenariat avec l'éducation nationale, nous sommes issus de l'éducation nationale et vous êtes les premiers ministres dans un centre de colonie de place de découverte à venir nous honorer. Donc sachez que les 23 000 salariés des PEP, les 30 000 militants des PEP dans toute la France, aujourd'hui sont vraiment très honorés. On vous en remercie. Vous savez notre attachement à la mise en place d'une société inclusive, solidaire, et c'est vrai que la crise Covid que nous venons de traverser nous a amené à se dire que la continuité éducative était encore plus forte à mettre en place aujourd'hui dans ces situations de crise. Nous avons relevé le défi, quel que soit nos secteurs d'activité, qu'il soit le secteur de l'éducation, des loisirs, on le voit aujourd'hui avec l'association PEP 85, mais également le secteur social et médico-social. La question de l'école inclusive qui nous a mobilisés hier, c'est de la même nature. Nous avons le devoir réellement, en tant qu'association, de nous mobiliser aux côtés de l'État pour mettre en œuvre des actions de justice sociale telles que celles que vous avez proposées avec l'écolo apprenante. L'écolo apprenante, pour en arriver à ce point, pour nous c'est aussi bien la citoyenneté, l'engagement, que l'apprentissage scolaire, que la découverte, que le vivre ensemble. Ce dispositif nouveau nous amène vraiment à conjuguer l'ensemble de nos expertises. Et nous avons voulu en ce sens que tous les enfants puissent avoir accès à ce dispositif. Aussi, vous allez voir mon collègue président des PEP de Vendée vous présentera le dispositif sur l'aide sociale à l'enfance. Mais c'est aussi des enfants en situation de handicap qui ont pu cette année partir en vacances grâce à notre dispositif, alors que les questions de handicap, c'était un petit peu compliqué quand même à mettre en place avec le Covid et les délais qui étaient à partir. Alors, avec le dispositif de l'État, 2 colos apprenants qui se déroulent actuellement au Porto, la semaine dernière, enfin cette semaine, et la semaine prochaine. Eh bien, ce qui ressort de la première semaine de la colo apprenante qui s'est déroulée depuis lundi, c'est que les animateurs avaient prévu un programme très riche avec un fil rouge qui s'appelait un carnet de voyage pour pouvoir valoriser les activités auprès des enfants et auprès des parents. Or, ils se sont rendus compte, les animateurs, que les enfants
qui avaient été sélectionnés par les collectivités locales, avaient de grosses difficultés sur la lecture et l'écriture. Donc à ce moment-là, les animateurs ont fait preuve de souplesse pour pouvoir se réapproprier un programme pédagogique différent, de façon à valoriser les activités des enfants autour de la photo et de la parole. Et c'est comme ça qu'effectivement les activités autour de la découverte du milieu marin, du petit bricolage, de l'explication des marées, des vagues, du sable avec le musée du sable et des sables, et puis la pêche à pied, le repérage et la faune. Donc ça a permis aux enfants d'avoir une découverte très riche d'activités éducatives tout au long de la semaine. Mais ce qui a beaucoup retenu l'attention de l'équipe d'animateurs, c'est d'abord avant tout l'organisation collective de la colo. Les horaires de vie collective, le lever, le déjeuner, des éléments qui semblent aller de soi, mais qui étaient loin d'être acquis par les enfants. Et il a fallu revenir sur ces principes de vie collective de façon à redonner aux enfants un rythme de vie au porton qui s'appuie sur des règles, qui s'appuie sur l'écoute, le partage et la compréhension des consignes. C'est des choses qui étaient loin d'être acquises pour des enfants de 7 à 10 ans. Et vous savez très bien que ce partage de consignes permet effectivement de faire vivre en bonne entente le collectif d'enfants et d'animateurs. Qu'est-ce qu'en ont pensé les enfants et les familles de ce séjour? Les enfants étaient ravis parce que c'est des enfants qui n'avaient jamais, pour la plupart, participé à un séjour collectif. Donc ils étaient contents et ils sont prêts à revenir. Les familles étaient stressées, mais on a pu lever leurs inquiétudes grâce à une communication sur les réseaux sociaux journalières pour expliquer comment se passait le séjour avec leurs enfants, comment étaient organisées les chambres, ce que les enfants mangeaient, bref. Il y avait tous ces petits détails du quotidien qui ont été portés à la connaissance des familles qui a pu les rassurer. Comment s'est passée effectivement la mise en place des consignes sanitaires Covid pour les enfants? Eh bien, grâce à l'organisation du porto, ça a été quelque chose d'assez simple. Et les animateurs qui ont porté le masque toute la semaine avec les enfants ont pu comme ça donner aux enfants des principes précis pour le lavage des mains avant, après les activités, pour le matériel. Chaque groupe avait son propre matériel qu'il rangea dans une boîte différente et comme ça ils pouvaient le ressortir après pour continuer les activités.
ce stade des vacances, on peut être très heureux de ce qui s'est passé au travers des vacances apprenantes, et c'est ce qu'on est venu constater ici en Vendée avec Sarah et Laïris, parce que tout simplement nous étions fixés des objectifs qui étaient à la fois quantitatifs et qualitatifs. On voulait qu'il y ait le plus d'enfants possible qui puissent avoir des vacances, et on sait que tous les étés c'est un sujet, puisqu'il y a malheureusement des enfants qui ne partent pas en vacances, donc on voulait augmenter le droit aux vacances, et on voulait aussi que ces vacances soient qualitativement encore meilleures, et notamment parce que les enfants avaient pu souffrir du confinement au cours de cette année. Donc c'était des vacances qui devaient avoir un contenu qui pouvait être parfois du soutien scolaire, qui pouvait être tout simplement une dimension d'apprentissage à travers des activités de jeu, de sport, comme on l'a vu ici aujourd'hui. Donc elles ont rempli leur objectif aussi sur le plan quantitatif, parce que notre objectif c'était de soutenir les colonies de vacances. Avec la crise sanitaire, il y avait un risque d'effondrement des structures qui font les colonies de vacances. On a voulu les soutenir par la même occasion, c'est ce que l'on a fait. Et c'est comme ça qu'on a pu accueillir, dans le cadre de ce dispositif Vacances apprenantes, qui regroupait plusieurs choses, eh bien, près de 150 000 enfants qui étaient des colonies de vacances apprenantes, comme ici. Mais 200 000, et encore ça n'est pas fini, puisqu'il y a toute la semaine prochaine encore au titre de l'école ouverte. Et j'étais hier dans une école ouverte où il y avait justement à la fois soutien scolaire et activités ludiques. Et puis ce qu'on appelle les accueils de loisirs, souvent réalisés par les collectivités locales, où là aussi nous avons soutenu ces activités avec le label Vacances apprenantes qui garantit une qualité et qui en même temps soutient financièrement les collectivités locales, les associations pour faire cela. Donc aujourd'hui, si vous voulez, les vacances apprenantes, c'est fondamental et nous voulons aller plus loin dans le futur parce que c'est quelque chose qui permet à la fois l'épanouissement des enfants mais aussi leur bonne consolidation des apprentissages. Il y a des inquiétudes sur les inégalités scolaires qui forcément se sont creusées encore plus avec le confinement qu'on a joué. Il y a des inquiétudes pour la rentrée des classes. Dans le monde entier, le confinement peut créer des dégâts sur le plan scolaire et c'est ce qui s'est passé dans le monde entier. C'est pourquoi d'ailleurs, j'insiste toujours sur la dimension mondiale de ce sujet. En fait, dans l'épidémie mondiale, vous avez eu des enfants déscolarisés dans le monde entier. Et certains ne reviendront pas à l'école dans d'autres pays en particulier. En France, on a réussi à minimiser ce sujet, à faire que les dégâts soient les moins forts possibles. Mais des dégâts, il y en a quand même. Vous avez des enfants qui ont fortement bénéficié de l'enseignement à distance, d'autres moins. Et donc aujourd'hui, on doit un petit peu renforcer. On n'a pas besoin de moins d'éducation, on a besoin de plus d'éducation. Et donc les vacances, c'est pas un temps mort d'un point de vue éducatif. C'est un moment où on apprend différemment. C'est vrai pour tous les enfants. Et donc les colonies de vacances nous servent à ça, mais aussi les stages scolaires gratuits de soutien que nous faisons notamment la semaine prochaine dans toute la France, pour des dizaines de milliers d'élèves, par exemple des CM2 qui vont entrer en 6e et qui ont besoin de consolider le français, les mathématiques. Donc tout ça est absolument fondamental. De même en début d'année, et c'est pour ça que je n'ai pas voulu que l'on retarde la rentrée scolaire, en début d'année il va y avoir une évaluation des enfants, des élèves, et à partir de cette évaluation, on travaille de soutien chaque fois que c'est nécessaire. Si vous prenez l'opération Devoir fait qu'on a développée au collège depuis 3 ans, ce qui va se passer là, c'est qu'on va faire encore plus d'heures de devoir fait pour les élèves au collège, pour toute famille qui le demande. Donc on multiplie les outils, on multiplie les dispositifs pour le soutien scolaire des élèves, et puis finalement pour faire d'un mal un bien, c'est-à-dire que notre pays soit ce qu'on appelait une nation apprenante pendant le confinement et le déconfinement, quand on faisait des émissions éducatives, c'est-à-dire une mobilisation de toute la société autour de l'éducation nationale au service de nos enfants. Cette rentrée des classes, elle s'annonce compliquée à organiser. Après vos annonces, certains craignent notamment les brassages, comment des élèves, les circulations compliquées dans les établissements, c'est une des grosses inquiétudes. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été mis en place pour garantir la sécurité à la fois des enseignants et des élèves qui vont reprendre l'école? C'est une rentrée qu'il faut regarder sous l'angle sanitaire et aussi sous l'angle éducatif. À chaque fois, c'est les deux. Il ne faut pas que le sujet Covid écrase tous les enjeux éducatifs. Donc, sous l'angle sanitaire, vous savez, on a un protocole qui est très strict en réalité, que nous avons élaboré à la lumière de ce qu'a dit le Haut Conseil de la santé publique. Ce protocole prévoit tous les cas de figure, donc il est parfaitement adapté à la situation actuelle. C'est-à-dire une situation qui nous permet d'accueillir tous les élèves au 1er septembre, à la rentrée prochaine, et qui est capable, une situation aussi où on est capable de s'adapter si le virus circule plus fortement dans tel ou tel endroit. Et en effet, dans tel ou tel endroit, on peut limiter le brassage parce que on considère que le virus circule déjà beaucoup et qu'il faut prendre des mesures supplémentaires. Donc concrètement, ça veut dire ce type de situation, que les élèves restent dans la classe, et que c'est les professeurs qui se déplacent, qu'on
on limite les brassages à un niveau de classe. Sur le port du masque, est-ce qu'il sera véritablement obligatoire pour les enseignants ou est-ce qu'il y aura des ajustements? Est-ce qu'on pourra le retirer de temps en temps? Est-ce qu'il faudra passer toute l'heure de classe? Le grand principe, c'est le port du masque pour tous les adultes. Après, il peut y avoir telle ou telle dimension dans tel ou tel cas, mais ce que chacun doit retenir, c'est port du masque par les adultes. Y compris les enseignants. Y compris les enseignants, bien sûr. Et pour les élèves, ce sera obligatoire? Les élèves, c'est obligatoire à partir de 11 ans, c'est-à-dire à partir de l'âge du collège et du lycée. Il y aura un élargissement des aides pour pouvoir financer ces EPI, les masques notamment, qui sera Alors les plus masques, élargi. comme dans l'ensemble du monde du travail, les masques sont fournis par l'employeur, donc par l'éducation nationale, à l'ensemble des professeurs, à l'ensemble des personnels. Et s'agissant des élèves, nous nous sommes mis en situation de le donner aux élèves qui en ont besoin, parce que d'un point de vue économique, leur famille ne peut pas le leur fournir. Pour l'immense majorité des élèves, ça doit être considéré comme une fourniture, notamment avec les masques lavables qui peuvent être... parfois nous donnons aussi des jeux de masques lavables, mais bien entendu le sujet du masque ne doit pas être un problème sous l'angle social et nous faisons tout ce qu'il faut lorsqu'une famille est en difficulté pour donner les masques. Même si la rentrée scolaire s'annonce encore plus chère cette année que l'année précédente. La rentrée scolaire peut être un peu plus chère, mais nous avons fait un effort gouvernemental considérable, vous le savez, pour cette rentrée scolaire, avec 100 € de plus par enfant pour tous les élèves de France. C'est donc une mesure sociale très forte et qui doit permettre toutes les familles d'avoir une rentrée financièrement moins difficile même que les années précédentes, puisque 100 € par enfant pour toutes les familles de France, c'est très significatif. On parlait de retard d'apprentissage, est-ce que le contenu pédagogique par niveau sera adapté en fonction des retards qu'ont pu accumuler certains élèves? Vous savez, qu'il y ait crise sanitaire ou pas crise sanitaire, il y a deux objectifs que je nous ai fixés depuis 3 ans, c'est un, l'élévation du niveau général, et deux, la lutte contre les inégalités. Si on veut élever le niveau de tous les enfants, et si on veut lutter contre les inégalités, notre principale priorité, ça doit être surtout de faire que tous les enfants soient au niveau. Donc je ne suis jamais très favorable à tout ce qui conduit à baisser un peu le niveau. Après, on doit tenir compte des circonstances, et c'est pourquoi le soutien scolaire doit être accentué, et on doit tenir compte des enfants les plus en difficulté pour les aider davantage. Et c'est surtout cela notre stratégie. Une question sur le bilan que vous dressez personnellement de ces initiatives. Ces initiatives, elles sont sur les deux piliers, comme l'a dit M. Jean-Michel Blanquer, parce que, la question sanitaire, c'est pour ça que j'ai souhaité être là, c'est pour voir à quel point l'éducation populaire, les acteurs finalement de cette éducation en dehors de l'école, s'adaptent à la crise sanitaire et ils le font très bien, parce qu'ils ont réussi à trouver les circuits, c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Ça c'est pour la partie organisationnelle et sanitaire du terme. Et le deuxième élément, c'est évidemment, le confinement il n'a pas été vécu de la même manière en fonction de la famille dans laquelle nous l'avons vécu. Ça a été plus ou moins difficile, plus ou moins organisationnellement facile. Eh bien c'est très simple, le temps de se retrouver, d'apprendre, de réapprendre, d'avoir du temps ensemble avec l'écolo apprenante, avec l'école du Séguin, avec tout le dispositif Vacances apprenantes, permet à nos plus jeunes de retrouver goût, de se préparer. Finalement, vous avez eu l'occasion de le voir, d'avoir des étoiles dans les yeux, de se faire des copains. Eh bien ces éléments sont essentiels pour leur apprentissage et pour avoir une rentrée saine et sereine. Est-ce que vous souhaitez que ce dispositif Vacances apprenantes soit le reste de l'année, pas seulement l'été? Les travaux sont en cours, évidemment, puisque tout ce qui, une des priorités du ministre de l'Éducation nationale, qui sera évidemment portée avec de toute mon énergie, c'est de tout faire pour que les jeunes puissent continuer à apprendre. Il l'a dit, et évidemment, j'en serai une cheville ouvrière, tout ce qui permettra à notre jeunesse de s'engager, d'apprendre, d'essayer de s'émanciper par l'apprentissage, eh bien, ils nous trouveront à leur côté. Et cette année en particulier, ça a été très rapide, mais ça a été une réponse finalement d'ampleur, vu la crise sanitaire, pour soutenir également l'économie de vacances et toute l'éducation populaire, qui est un partenaire évidemment pour les familles et nos enfants, et un complément essentiel en partenariat avec les collectivités locales qui permettent de conjuguer sur nos territoires, d'avoir des solutions. On va s'arrêter là. Peut-être je vais dire un mot sur ça, justement, si vous permettez, parce que je voudrais rendre hommage quand même aux acteurs de ces vacances apprenantes. Là, on est dans une collectivité gérée par le pupille de l'enseignement public, c'est une association qui a plus de 100 ans, et donc on peut être fier de tout ce mouvement de l'éducation populaire qui s'occupe des vacances, des colonies de vacances en général, et des activités périscolaires et extrascolaires tout au long de l'année. Et ça correspond tout à fait à la vision que nous avons avec Sarah El Aïri, avec l'ensemble de l'équipe autour de moi, c'est-à-dire une vision qui
englobe l'enfant dans son temps scolaire, mais aussi dans son temps périscolaire et dans son temps de vacances. L'enfant, il est une seule personne, on doit en avoir une vision cohérente et d'ensemble. Tout ça, ça n'est possible que si on entoure l'enfant. Tout à l'heure, le responsable de cette colonie disait il rappelait le proverbe africain qui dit il faut tout un village pour éduquer un enfant. Je dirais il faut toute la France pour éduquer un enfant. Il faut toute la société française autour de l'éducation nationale et autour des collectivités locales, des associations, de tous les acteurs de l'éducation, aussi bien pour le temps scolaire que pour les autres temps de l'enfant. Tout simplement que nos enfants s'épanouissent, aient du sens civique, apprennent, ce qui leur permettra de bien vivre ensuite. Tous ces enjeux qui sont au cœur de l'avenir d'une société, eh bien, il y a des professionnels du sujet, puis il y a la société autour de ces professionnels. Ce qu'on a voulu au travers des vacances apprenantes, c'était aussi soutenir tout ce monde éducatif essentiel et réinvestir tout le monde autour de ça. C'est par exemple les 20 000 professeurs qui se sont impliqués dans École ouverte. C'est les professeurs qui sont dans les colonies de vacances. C'est l'ensemble des professionnels de l'éducation et c'est le monde de l'éducation populaire et les collectivités locales. Donc c'est important de dire que c'est tout ce tissu de la société française qui est autour des enfants dans une opération comme les vacances apprenantes.